Tu veux qu'on commence, Louis? Moi, c'est Louis Deslus. J'ai été recruteur, mais dans l'âme, j'ai toujours été un gros. Donc, je suis marketing en français plutôt avec une méthodologie un peu start-up. Et je travaille pour Neostaff, qui est un logiciel qui permet d'automatiser sa chasse, son sourcing sur LinkedIn. Moi, je m'appelle Pierre-Olivier, donc je suis le fondateur d'un outil qui s'appelle Untool, qui est un ATS pour les cabinets de recrutement. En fait, les chasseurs, cabinets de recrutement, ESN, ceux qui recrutent des gens qui sont profils assez pénuriques. Nous, on a un petit a priori à la base sur l'automatisation, en mode bah ouais, ça va pas être quali, ça va envoyer des messages à la mauvaise personne, pas personnalisé, etc., etc. Influencé par des pratiques depuis pas mal d'années. Et puis, en parlant avec Neostaff, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de terrains d'entente, que l'automatisation, en fait, on pouvait faire de l'automatisation intelligemment pour faire de la qualité. Et du coup, on s'est dit, bah tiens, on va procéder, ok, comment est-ce qu'on fait pour pas faire des choses automatiquement, pas à la mano, et avoir une expérience candidat top. Déjà, en fait, quand on automatise, c'est quand on a testé des choses, c'est quand on a fait répéter des choses à la main et qu'on voit qu'on n'apporte pas vraiment une plus-value à le faire à la main. C'est-à-dire que quand notre seule fonction, c'est de faire des CTRL-A, CTRL-C, CTRL-V, je pense qu'au bout d'un moment, on en a un peu marre. Le but, c'est de tester à la main déjà, d'avoir des process qui fonctionnent à la main. Ensuite, on peut les répliquer et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à automatiser. Je viens de la campagne et on m'a toujours dit de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais du coup, ça veut dire que c'est peut-être pas fait pour tous les postes. C'est certaines personnes dans le chat qui viennent du monde de l'exécutive, search avec des postes un peu tordus à chaque fois, peut-être que c'est pas forcément adapté, peut-être que c'est plus adapté à des postes standardisés, c'est ça que tu es en train de dire, des postes qui se répètent. On peut tester à la main et ensuite passer à l'échelle, c'est ça que tu es en train de dire? C'est ça, mais je veux dire, tant qu'on a une search, une recherche, je parle de LinkedIn, hein, si on a une recherche de qu'on veut contacter plus de 40-50 personnes, là on peut commencer à automatiser, surtout si c'est récurrent. L'intérêt dans l'automatisation, c'est ok, gagner du temps, mais il y a tout le fait aussi d'avoir de la data, donc d'avoir des chiffres sur les performances qu'on a eues. Est-ce que en fait nos messages ils sont acceptés, nos invitations sont acceptées, nos messages sont lus, oui, non. Donc il y a cet avantage là aussi d'aller en fait vers cette automatisation, d'utiliser des outils pour ça. Et voilà, ça dépend du métier. Hein. Du coup, quand automatiser, ce serait quoi? À partir de quel pool de candidats ou quelle récurrence de postes? Je sais pas si tu as des chiffres à peu près. Tu parlais de 40-50 personnes dans la search LinkedIn. Quand est-ce qu'on peut se dire, ok, là c'est une bonne idée d'utiliser Neostaff par exemple? Dès qu'on a un vivier de talent qui a de plus de 100 personnes, là il faut automatiser. Et même si on a une search de 40 à 50 personnes, on automatise parce qu'après, ce qui est intéressant avec cette automatisation, c'est au-delà de juste envoyer des messages et des invitations, en fait, on va aller enrichir ces profils et avec de la data RGPD, et c'est ça qui est intéressant pour l'importer après dans des ATS comme Untool, quoi. Ce qui est sûr, c'est que on peut pas tout automatiser dans le cycle de vie. C'est-à-dire que l'automatisation, c'est fait pour générer, alors ce qu'on appellerait un lead dans le côté commercial, donc un candidat chaud en recrutement. C'est-à-dire qu'on automatise vraiment l'aspect, ok, j'envoie une demande de connexion, j'envoie peut-être un premier message, mais à partir du moment où la personne répond, c'est-à-dire elle dit ah ok super Louis, je suis intéressé pour en discuter, là on stoppe l'automatisation et on repasse en manuel. Qu'est-ce qu'on automatise en dehors des messages? Pour moi, c'est les premières touches, c'est-à-dire les demandes de connexion, les visites de profil. Nous, c'est un test qu'on avait fait en interne. On avait quelque chose de pas du tout intrusif, c'est-à-dire qu'on avait plusieurs profils de la boîte et on visitait des profils d'une certaine cible. Du coup, c'est pas du tout intrusif. Si c'est pas très ciblé, c'est pas très grave, c'est juste une visite de profil. Mais pour le coup, les gens étaient intrigués et nous demandaient en contact. Et du coup, ça permettait ensuite de rentrer en lien. Qu'est-ce qu'on automatise en dehors? Donc, il y a deux types de messages. Pour moi, il y a les messages purement des gens qui sont en dehors de notre vivier, qu'on n'a jamais contacté, et eux, on va leur adresser un icebreaker comme on a déjà parlé juste avant, mais aussi tous les gens qu'on a déjà dans notre vivier de talent, qui sont dans notre réseau numéro 1. Et le but avec ces personnes-là, c'est que leur automatiser un message tous les 3 mois en mode « Hello, tu en es où dans tes carrières? Est-ce que je peux t'aider ?» Simplement pour avoir une approche un peu, surtout quand on a un petit vivier et que voilà, les talents sont limités, vraiment d'agent de carrière. Et ça marche très bien pour avoir un vivier de qualité. Autre chose qui s'automatise, l'enrichissement des données, tout simplement, et l'export vers sa base de données talent, son ATS. Là, il y a un petit point de désaccord. Vivier de talent, c'est-à-dire envoyer un message automatique tous les 3 mois, moi je suis pas hyper chaud. Pour le coup, autant automatiser sur premier contact, sur quelqu'un qui est froid, etc. Mais à partir du moment où on est déjà rentré en contact avec quelqu'un, en tout cas pour une certaine catégorie de postes, c'est quand même mieux de mettre un message un peu plus perso, voire même de passer un coup de fil ou des choses comme ça. Mais après, encore une fois, tout dépend du niveau de poste. Si c'est des postes plutôt juniors ou du renouvellement de base, why not? Mais autrement, moi, je le réserverai quand même à des gens qu'on connaît pas.
Alors, il y a deux écoles dans les outils. Il y a les outils de growth, en gros, qui sont vraiment là pour duper LinkedIn et aller automatiser un maximum de choses, trouver des astuces pour contourner les limites. Donc, c'est là où il y a le plus de risques parce qu'en fait, on est dans la zone noire de LinkedIn. Le but, c'est de rester dans la zone blanche, voire grise, c'est-à-dire de rester dans les limites que nous impose LinkedIn et de ne pas aller au-delà. C'est juste un outil qui facilite la vie des recruteurs, mais qui respecte totalement les contraintes LinkedIn. Donc, quand on a un profil mûr sur LinkedIn, c'est-à-dire qui a été créé il y a longtemps, si on a qui est complet, on peut aller jusqu'à 100 demandes d'invitation par semaine. Et quand on a un profil plus récent, pas d'automatisation. Hein. Tu as créé ton profil dans la semaine, il faut attendre au moins 1 mois, 2 mois avant d'automatiser un profil LinkedIn. Et quand on a un profil jeune, pas assez bien rempli, où on ne crée pas de contenu, c'est 60 invitations par semaine. Et le but, voilà, je travaille pour NeoStaff, j'en parlais, on adapte automatiquement. En fait, il n'y a pas à se prendre la tête là-dessus, c'est-à-dire on sait si c'est un profil jeune ou pas jeune et on adapte la limite. Et donc, c'est 100 par semaine et pas au-dessus, parce que c'est ça qui va vous faire bloquer vos comptes avec des outils qui ne respectent pas ces limites. Peut-être pour déstresser un peu sur la question, en fait, c'est pas qu'une question d'outils d'automatisation. Nous, on a vu des gens qui n'utilisaient pas d'outils d'automatisation, rien, mais qui bossaient beaucoup, qui avaient des longues journées et qui se sont pris des alertes LinkedIn et des bans temporaires. Parce que à la mano, ils envoyaient énormément d'invitations. Alors, je ne veux pas citer le chiffre, voilà, mais nous, on a vu 2 personnes qui s'est arrivé. Donc, c'est pas forcément une question outils d'automatisation, etc. C'est plus une question d'usage, de rester sur un usage qui est humainement acceptable. Et que ce soit avec un outil ou à la mano. Après, effectivement, avec l'outil, la tentation elle est forte de mettre le pied sur l'accélérateur et c'est parti, on envoie masse de demandes. Mais c'est vraiment ça. Donc, il faut rester sur des volumes qui soient raisonnable, pas d'action en simultané. Ça c'est un pattern qu'on a vu, c'est-à-dire que si vous utilisez un outil d'automatisation et que en parallèle vous utilisez LinkedIn en perso, voilà, il y a le risque que malheureusement vous cliquiez en même temps que le robot et là LinkedIn se dit attends non c'est bizarre. Donc voilà, se dire ok quand le robot bosse, moi je suis mollo sur la chasse LinkedIn, mais tant qu'on reste sur des limites, donc voilà 100 par semaine, etc. Qu'on a un compte qui a de l'antériorité et surtout qu'on a un plan LinkedIn payant. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir aussi. Les quotas d'envoi, de consultation, etc. sont beaucoup plus importants pour les LinkedIn recruteurs light que pour les LinkedIn classiques normes. Il y a une fonctionnalité sur LinkedIn de dire je connais pas cette personne, c'est du spam quand il refuse son invitation. C'est obligé que ce paramètre rentre en compte dans le bannissement des comptes. En tout cas, nous ce qu'on voit, c'est que il y a plein de critères que LinkedIn regarde, le nombre d'envois, le fait que le compte soit payant, le fait que le compte ait de l'intériorité, etc. Et à partir d'un moment où il y a une somme de critères qui passe au orange, là vous êtes surveillé par LinkedIn et vous commencez à avoir des petites pop-up, attention, vous utilisez les outils d'automatisation, etc. Et là faut faire vraiment attention de voilà, quand vous recevez des alertes, soyez cool, coupez tous les outils, allez-y vraiment, enfin descendez vos propres quotas, etc. Parce que là il faut sortir de l'œil du radar. Et du coup j'ai l'impression qu'on peut faire toute cette automatisation dans Untool. Oui et non, c'est-à-dire que nous on a un outil pour faire il y a des messages de groupe avec LinkedIn ou par Gmail, mais nous, les audiences, elles sont limitées à 30 personnes max. Alors que Louis, je crois que toi, tu peux monter à plusieurs centaines. C'est ça, c'est-à-dire que le but, c'est de moins passer de temps à faire tes searches sur LinkedIn, à faire tout à la main. C'est-à-dire que tu fais très bien tes searches, tes pipelines sur LinkedIn Recruteur, même sur un gratuit, mais bon, je conseille d'avoir plutôt un recruteur, un premium ou des choses comme ça. Tu fais bien ta search, c'est-à-dire que tu as tous les bons profils dans ta search et ensuite, tu automatises, tu attends qu'il s'ajoute à ton pipeline, toi tu réponds aux messages et tu te concentres sur la valeur d'un recruteur, c'est-à-dire échanger avec des talents en fait. On est là pour parler avec eux et après, tu peux laisser en fait le sourcing se faire tout seul. Il n'y a pas de travail à faire en plus. Et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, les gens qui se sont fait bloquer sans utiliser d'outils, moi j'en connais, mais même parce que c'est des créateurs de contenu et ils ont fait des trop gros scores de visibilité. Du coup, LinkedIn a trouvé ça bizarre et il les a bloqués. Ouais, comme par hasard. Il y a un outil quand même qu'on peut utiliser qui est créé par LinkedIn pour savoir si notre profil il est quand même bien ou pas. C'est l'outil qui s'appelle SSI et ça va vous donner un score et ça prend en compte justement la qualité de votre réseau. C'est-à-dire qu'on peut le voir sur des gens qui lancent des automatisations avec un profil qui n'est pas très chaud, leur score il descend. Alors que si on lance des bonnes automatisations avec des bons taux d'acceptation, c'est-à-dire que moi en automatisation j'ai 93% de taux d'acceptation sur les meilleures campagnes. Un surnom qu'on me donne, que j'aime pas non plus trop dévoiler, mais on m'appelle souvent beau gosse. Tu peux juste nous expliquer
ce que ça veut dire et c'est quoi un bon SSI, parce que c'est un score que te donne LinkedIn, lui voilà, vous avez 80 ou 60 et puis basta, débrouillez-vous. Il est compliqué à comprendre parce que ça prend plusieurs critères, c'est-à-dire sur la qualité de nos échanges, c'est-à-dire que est-ce que les gens ils nous répondent aussi sur LinkedIn, sur le contenu concret, sur la richesse de notre réseau, et là c'est un peu flou parce que est-ce que c'est des gens qui sont dans le même secteur d'activité que nous ou non? Est-ce qu'on échange régulièrement avec des personnes ou est-ce qu'on a juste un compte et en fait il est un peu fantôme? C'est un peu tout ça dans le SSI qui est pris en compte. Il y a des gens comme Valentine Soda, Boris Troufardi, des gens comme ça qui vous aident justement, c'est des coachs LinkedIn qui vous aident à augmenter ça. Également chez nos staffs, on a une petite formation LinkedIn, on voulait en parler, on peut en parler, mais il n'y a pas de secret, c'est-à-dire qu'il faut tester. Je vais donner ma réponse, puis après, Louis, je te laisserai me contredire. Pour moi, l'automatisation, bon, globalement, ça veut dire que c'est un même message qui est envoyé à plusieurs personnes. Donc, c'est intrinsèquement non personnel. Enfin, on peut le personnaliser avec des variables, hein, dire bonjour Johan, bonjour Alain. Et voilà, c'est pas ce qu'on appelle de la personnalisation, quoi. C'est bonjour prénom, super, merci. Après, il y a deux choses. Il y a faire des toutes petites audiences, pas envoyer à 1000 personnes. Par exemple, des développeurs, JavaScript, à Paris, de 0 à 3 ans d'expérience, donc c'est des postes qui sont standards, il n'y a pas beaucoup de spécificités ou développeurs Redux si vous voulez, et finalement sur des audiences qui sont assez homogènes, comme on envoie le même message à plusieurs personnes, bah, on peut plus travailler le message et le tester à la mano auparavant pour que les personnes se disent « Ah tiens, le message est vraiment bien ». Mais du coup, effectivement, quand on automatise, forcément, c'est moins personnel et donc forcément, ça diminue un tout petit peu tes taux de réponse par rapport à un message que tu calibres vraiment pour la personne. Après, typiquement pour des profils juniors, comme dans sa vie professionnelle, il n'a pas eu grand-chose. Dans tous les cas, ce qu'on va faire à la main, on n'a pas assez de matière pour personnaliser. Donc c'est là où l'automatisation, bah, finalement, ok, vous allez envoyer un message qui est pas personnalisé, mais les taux de conversion vont rester à peu près similaires à ce que vous auriez fait à la main. Donc quand on automatise, c'est moins personnel que quand on le fait à la main. Après, quand on le fait à la main, parfois, comme on n'a pas grand-chose à faire, en fait, on le fait, on se retrouve à faire un travail de robot soi-même, et c'est ça qu'on veut éviter. Je sais pas si Louis, tu veux me contredire? Pas forcément. Compléter, parce que je suis d'accord avec toi. Moi, ce que j'appelle, ce que tu disais, hein, c'est du sourcing en silo pour moi, pour faire de la personnalisation en silo. Comme tu disais, mettre le prénom, pour moi, c'est pas de la personnalisation, mais on va personnaliser des silos. Un silo, c'est une recherche précise. Comme tu disais, hein, je reprends ton exemple. Je vais aller prendre des gens qui sont des développeurs, qui ont fait Epitech, qui ont 0 à 3 ans d'expérience. Et ça, c'est facile à faire comme search, par exemple. Et par contre, je vais compléter, il y a deux types d'approches. Je l'attendais, celle-là. Non, mais le mauvais chasseur. Il y a le recruteur qui n'a pas le temps de traiter les messages sur LinkedIn et qui veut pas se créer forcément un vivier, qui veut sourcer de suite et maintenant. On en connaît tous et qui ne voient pas forcément long terme, ils veulent juste le bon talent au bon moment et c'est tout. Il va faire son approche. Hello prénom, j'ai vu que tu étais développeur, tu es sorti il n'y a pas longtemps d'Epitech. Est-ce que tu es ouvert au marché? Une interrogation, deuxième relance, est-ce que, désolé, ça te dérange si je te tutoie? Troisième relance, toujours à J+7. Désolé si mon message te dérange. En tout cas, je te laisse revenir quand tu as le temps vers moi. Voici les offres qu'on a en ce moment, avec un lien avec nos offres actuelles, et mon calendrier ou mes coordonnées. Ça, c'est la première approche. Après, avec ça, tu détériores quand même l'image des recruteurs auprès de la communauté, quoi. Totalement. C'est pour ça que ça, c'est la première approche. C'est la première approche que je recommande pas forcément, mais il y a plein de recruteurs qui font ça à la main, en fait, de base. C'est vrai. Moi, je travaille en cabinet, donc il y a plein qui le font à la main. Mais ma deuxième approche… Et le bon chasseur? Le bon chasseur, c'est un gars. Que j'adore et que moi j'ai utilisé et que je connais pas mal plutôt de gens qui sont dans une optique que j'appelle plutôt agent de talent, c'est-à-dire qu'ils priorisent le vivier avant tout parce qu'en fait c'est ça qui va vous rapporter des recrutements dans le temps. C'est qu'ils vont aller questionner cette audience, ce vivier-là, sur leurs problématiques, sur ce qu'ils ont pensé. Et donc, au lieu d'aller sur cette même audience, les développeurs qui ont fait Epitech, je peux totalement aller leur demander qu'est-ce qu'ils ont pensé d'Epitech. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils recommandent? Et leur demander s'ils ont des questions sur leur métier aujourd'hui et de se proposer un échange, pas pour parler d'une opportunité, mais pour parler de leur carrière. Donc en fait, tu vas être vraiment considéré comme quelqu'un qui peut les aider. Aujourd'hui, ils sont pas ouverts au marché, ils ont une super opportunité. Dans 2 mois, 3 mois, 2 ans, tu sais pas, la personne à qui ils vont penser qui les a aidés à un moment de leur carrière, ils vont penser à toi et ils vont revenir vers toi. Exemple concret, il y a une communauté dans le growth, dans mon métier, qui s'appelle Growth Talent, totalement un cabinet de recrutement, mais qui est plus en mode agent de carrière. Et en fait, moi, dès que j'ai des questions sur mon métier, je leur pose, ils me répondent. Et le jour où j'ai envie de changer de travail, je sais qui aller chercher. Et je vais même pas aller voir autre part.
Ce qui est intéressant, parce que là, en fait, tu n'automatises même pas du recrutement, tu automatises la création d'une communauté, en fait. Et c'est marrant parce que nous, on voit pas mal de cabinets, y compris sur des postes exécutifs, qui créent, alors il y en a qui appellent ça des clubs, d'autres qui appellent ça des communautés, avec des after-work, ou avec des conférences, etc. Et du coup, toi, en fait, l'automatisation, c'est juste pour créer pas rentrer dans le dur du sujet, mais vraiment créer une communauté de pratiques, etc. Et qui peut-être un jour, on l'espère, débouchera sur un placement. C'est ça que tu es en train de dire. C'est ça. Et en fait, les premiers qui ont fait ça, voilà, je prends des recruteurs de recruteurs. Benjamin Jean, recruteur de recruteurs. Il a créé ce Slack Recruiter Kitchen, c'est pas pour rien. Moi, je sais qu'il recrute beaucoup plus facilement que beaucoup d'autres recruteurs. Clément Gobet Recruit, recruteur de recruteurs. Il a une super communauté, il apporte énormément à son audience. En fait, quand il a besoin de sourcer, les recruteurs, ils viennent à lui directement. En tant que Guy Barry pour les développeurs, ah oui, c'est un mec en or qui aide les gens. Il y a We Love Dev. We Love Dev, finalement, c'est un cabinet de recrutement derrière. Mais c'est un média. Ils se vendent comme un média. Et en fait, ça marche tellement bien et ça s'automatise de briser la glace, en fait. Juste de dire, OK, j'ai besoin. Et justement, si vous voulez des templates pour briser la glace comme ça, moi, j'en ai créé une trentaine, des choses comme ça qui vont vous donner des idées sur l'école, sur le métier, vraiment qui sont tournées vivier et pour s'inscrire à la newsletter pour avoir accès à ces templates. Dans le domaine de l'IT, l'automatisation a donc des limites. Oui, en fait, le message, c'est ce sera jamais magique. Ce sera jamais magique, mais par contre, en respectant certaines fins préalables, toute petite audience, vérifier les profils à la main et dans certains cas, c'est-à-dire des profils relativement standardisés, c'est hyper pratique. Mais oui, effectivement, le fait de dire, OK, vous allez créer un robot qui va spammer LinkedIn et boum, ça va vous faire des candidats placés, ça, non, c'est pas vrai et c'est pas souhaitable pour l'écosystème. Voilà. Alors moi non plus, je crois pas à l'approche chat par automatisation parce que on imagine le chat en mode conversation de personne à personne. Mais par contre, inviter quelqu'un à un événement, inviter quelqu'un à du contenu, bah en fait c'est une newsletter et ça pour le coup, l'exigence de personnalisation est assez faible. Enfin nous, ça nous est arrivé de faire des campagnes pas pour rentrer en relation avec des personnes, c'est-à-dire pas pour leur vendre un tool ou pas pour recruter pour nous, mais en invitant un événement, un webinar ou autre. Et là, pour le coup, ça marche bien. Et en fait, moi, je trouve que c'est plutôt ancré dans les mœurs de recevoir des invitations pour du contenu, des événements, des choses comme ça. C'est des newsletters, en fait. En gros, pour moi, le robot que révèle Louis, c'est la nouvelle newsletter qui va t'inviter à quelque chose. Et une newsletter, c'est forcément bonjour Alain, bonjour Mathieu. Voilà, c'est pas personnel, quoi. Je sais pas si je suis un peu plus clair. Et après, il y a des gens qui n'ont pas le choix, qui sont dans des cabinets de recrutement. En fait, c'est pas le vivier qui prise. Je connais des cabinets qui sont sur Excel, tu vois. Donc Vivier, on s'en fiche, on veut du recrutement maintenant et ok, c'est les mauvaises pratiques du recrutement, mais en fait au moins avec un outil d'automatisation, tu arrêtes de faire des copier-coller et de deux, tu as des retours sur tes messages, c'est-à-dire avant je me rendais pas compte que j'avais que 2% qui acceptaient qui répondaient à mes messages. Ok, moi quand j'étais recruteur, j'avais cette approche-là parce que j'avais pas le choix, j'étais dans un cabinet de recrutement, Vivier, on s'en fiche. C'était vas-y, il faut aller closer le plus vite possible. Donc en fait, finalement, tu fais des mauvaises pratiques, mais tu essaies d'améliorer tes mauvaises pratiques. Donc moi, j'étais bêta-testeur de Neostaff avant, j'étais pas employé de Neostaff, j'étais employé d'un cabinet de recrutement. Et finalement, j'ai automatisé sur mon réseau de dev en interne, c'est-à-dire j'ai automatisé des messages sur les devs et j'étais à 45% de taux de réponse quoi, sur du dev. Pour répondre, Word, Excel, fonction mailing, oui. Oui, c'est vrai. Mais l'avantage du robot, c'est que ça permet d'être sur d'autres plateformes, LinkedIn pour ne pas le nommer. Vous faites du Twitter chez Neostaff ou pas? Non, aujourd'hui, aujourd'hui non. L'API c'est un peu plus compliqué, voilà, d'aller faire des choses comme ça. Sur Twitter, c'est assez simple. De toute façon, il y a des journalistes, des geeks et des recruteurs. et Donald Trump. Mais maintenant, nous, on avait fait un petit sondage sur des populations plutôt tech seniors. Eux auraient trouvé ça bizarre de se faire approcher sur Twitter. Par contre, ça permet de mieux cerner la persona parce que les gens mettent des champs d'intérêt. Enfin voilà, sur LinkedIn, comme c'est pro, les gens sont plus corsetés. Alors que Twitter, ça permet de trouver des profils, trouver des infos, etc., etc. Mais par contre, il y a de l'ADS qui est sympa à faire sur les autres réseaux, en mode contenu toujours. Et il y a les amis de Bonanza où j'avais fait un webinaire avec eux. Je leur fasse un coucou et c'est sympa sur les autres réseaux de faire du contenu, des ads en fait, comme de la pub, mais en fait c'est fait pour le recrutement. Et
avec un process simple pour candidater, c'est pratique. Le fait est que tu peux faire du multi-mailing, enfin par email avec des Mailchimp, des Y, et c'est vrai que LinkedIn c'est une plateforme qui est top. Il y a des taux de retour qui restent quand même relativement corrects par rapport à du mail, parce que le mail c'est quand même le royaume du spam. Sur LinkedIn, typiquement, t'as pas de boîte à spam. Enfin moi je le vois vraiment comme un outil pour faire des campagnes newsletter, marketing ou autre, mais sur LinkedIn pour profiter des auto-réponses qui sont encore meilleures que l'email. Après, ça dépend aussi des profils, parce que il y a des profils qui répondent plus par mail, des profils qui répondent plus par LinkedIn. Ça se teste. Je pense qu'on peut approcher de la conclusion en disant que ça passe par le test et que les chiffres, en fait, on les améliore. Et si je peux vous donner une métrique, sur un profil basique avec un message un peu personnalisé, on est à 30% d'acceptation, 30% de taux de réponse. On peut aller beaucoup plus haut. Le message qu'on voulait faire passer, c'est que c'est possible de faire de l'automatisation de qualité. Par contre, pas faire sur tous les postes. Il faut avoir des postes qui soient suffisamment standardisés et avec des volumes qui soient relativement suffisants. Typiquement, sur des postes hyper tordus de dirigeants, c'est même pas la peine. Et surtout, rester sur de l'approche et de l'icebreaker. Personne n'aime parler avec un robot. Je pense que tout le monde déteste être sur des chats, sur des sites e-commerce où le truc comprend rien, machin, c'est débile. Vraiment se dire, ok, c'est vraiment de l'icebreaker, et à partir du moment où la personne a répondu, là, boum, on repasse sur du manuel, du quali, etc., etc. Je suis totalement aligné avec ça. On peut conclure là-dessus. Pour ma part, si vous voulez tester Neostaff, même se former à LinkedIn, au sourcing et à l'inbound recrutement, n'hésitez pas à me contacter ou aller sur neostaff.fr, prendre une démo, n'hésitez pas. Donc là, vous êtes sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Neostaff. Il y a plein de contenus qu'on fait avec Neostaff pour vous aider à recruter, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et Pierre-Alain, je te laisse le mot de la fin, où on peut te retrouver. Pierre-Olivier, désolé. Ouais. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Moi, vous pouvez me contacter aussi par LinkedIn, je suis plutôt réactif. Si vous voulez des infos sur Untool, une démo, quoi que ce soit. Alors, nous, on fait pas de vidéo, on est sur de l'écrit, à la papa, mais on a un blog avec pas mal de choses, des articles, des interviews de recruteurs, des stats aussi. On fait de temps en temps des sondages sur les candidats, quels sont les messages d'approche, que tu as reçus, à qui tu as répondu, pourquoi, etc., etc. Donc voilà, donc on a vraiment beaucoup d'articles, donc n'hésitez pas. Et on fait aussi des présentations de startup HR Tech françaises. Donc ça va alors évidemment Neostaff, mais aussi des solutions d'onboarding, des solutions de paye, on essaie de rester sur l'écosystème français parce qu'il y a des belles choses qui se passent. Merci à tous. Merci beaucoup, salut.